Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Verneuil-d'Avre, Éditon dans le département de l'Eure, et ce que vous voyez derrière moi, c'est ce que l'on appelle la Tour Grise. Construite par Philippe Auguste en 1205, autant pour renforcer la protection de la ville que pour surveiller ses habitants et rappeler l'autorité du roi, elle est sans doute le plus beau vestige des défenses militaires médiévales qui subsistent encore aujourd'hui. On ne se doute donc pas vraiment qu'ici s'est déroulée une des plus grandes et meurtrières batailles de la guerre de Cent Ans, la bataille de Verneuil. En 1422, le royaume de France est en péril. Le roi de France, Charles VI, meurt. Et la place de Charles VII, son héritier, est remise en cause par le traité de Troyes qui prévoyait que la couronne reviendrait au roi d'Angleterre, Henri VI. Dans un pays où la guerre faisait déjà rage entre les Armagnacs, favorables au royaume de France, et les Bourguignons, alliés des Anglais, Charles VII n'est pas vraiment dans une position que l'on peut qualifier de confortable. Heureusement, la Old Alliance est là. C'est une alliance forgée au XIIIe siècle entre les Écossais et les Français, notamment contre les Anglais. Et le plus beau là-dedans, je vais vous le dire, c'est que ça fait 700 ans que ça dure. Et ouais, c'est toujours en vigueur, même si de nos jours, c'est plutôt du folklore. À cette époque, de nombreuses troupes écossaises viennent donc en renfort des troupes françaises pour lutter contre Henri VI et ses soldats. Un certain John Stuart, un noble écossais, dirige ainsi ses troupes aux côtés des soldats français lors de la bataille de Baugé en 1421. Une victoire écrasante pour la France qui lui vaudra un peu plus tard de devenir connétable de France, c'est-à-dire, en gros, celui qui dirige les armées après le roi. Dans la lutte sans merci pour le contrôle du territoire, la Normandie est une place stratégique qu'il faut pouvoir contrôler. En 1424, l'armée française est mobilisée pour secourir le château d'Ivry dans le sud du département actuel de l'Eure. Cependant, les Anglais prennent le château avant que les Français arrivent. Ils sont menés par le duc de Bedford qui, accessoirement, est le régent du royaume d'Angleterre car Henri VI n'a que 2 ans. L'armée française est alors à un peu moins d'une vingtaine de kilomètres, à Nonancourt. Elle comporte dans ses rangs de nombreux nobles, comme Jean VIII d'Harcourt, dont nous avons déjà parlé lors d'un précédent épisode, qui est le capitaine général de la Normandie, mais également Guillaume II de Narbonne, conseiller du roi et capitaine des Armagnacs, ainsi que John Stuart, l'Écossais. Le tout accompagné d'une troupe de 16 000 hommes environ, dont 6 000 Écossais, et 2 à 3 000 mercenaires lombards et espagnols. Mais alors, que faire ? Affronter les Anglais lors d'une bataille rangée ? On a vu que depuis Azincourt, c'est pas une très bonne idée. Et malgré ça, une bonne partie des Écossais et des jeunes nobles français veulent foncer tête baissée dans la mêlée. Une autre solution consisterait à battre en retraite, puisque ça ne valait pas trop le coup de se battre pour ce petit château. Et une troisième solution envisage de créer une tête de pont dans la région pour consolider les positions. Et par où ? Par ici, à Verneuil. La ville possède en effet une position stratégique. Et elle est équipée par le passé de belles fortifications qui pourraient s'avérer utiles pour la bataille à venir. Problème, la ville est aux mains des Anglais. Et les fortifications sont si bien pensées qu'avec à peine 200 archers, l'armée française est garantie de subir de lourdes pertes. Hors de question pour le commandement donc. La décision est alors prise de tenter un subterfuge. Les Français déguisent les Écossais en soldats anglais et leur barbouillent le visage, les bras et les mains de sang. Ils les attachent aux queues des chevaux et les présentent devant les murs de Verneuil en faisant croire aux habitants et à la garnison qu'ils ont écrasé le duc de Bedford à Ivry, que l'armée anglaise est en déroute et qu'il ferait mieux de se rendre. Les Écossais confirment les propos des Français et endorment la méfiance de la garnison en expliquant en anglais la même histoire. Et c'est ainsi que le 16 août 1424, la ville de Verneuil est reprise par la ruse grâce aux Écossais. Une conquête qui a pour résultat d'énerver passablement le chef des Anglais, le duc de Bedford, qui mobilise ses troupes, presque 9800 soldats, dont quelques bourguignons, afin de rencontrer les Français. Après des échanges diplomatiques, il est donc décidé, de part et d'autre, de s'affronter le 17 août 1424 devant les remparts de la ville. Les deux camps ont conscience que la bataille va être très dure. Et d'ailleurs, la plupart des nobles font rédiger un testament avant l'affrontement. Au petit matin, les troupes s'installent à leur place. Il y a tellement de soldats que les manœuvres prennent des heures. Finalement, quand tout est prêt vers midi, personne n'ose bouger. Pendant 2 heures, sous un soleil de plomb, les deux factions s'observent. Le centre français se lance finalement de façon totalement désordonnée sur l'ennemi, tandis que la cavalerie charge les archers et passe littéralement au travers des lignes. Les archers des deux camps s'engagent dans un duel et des milliers de flèches pleuvent sur les troupes. Les Anglais sont sous le choc, leur étendard tombe au sol et les soldats commencent à prendre la fuite dans la campagne environnante. Cependant, les Anglais ont laissé un corps d'archers en retrait pour protéger leurs bagages. Vers 16h, les cavaliers lombards, chargés de piller les bagages, n'ont plus l'élan de l'attaque. Ils se font repousser par les projectiles des Anglais et prennent la fuite.
Ces nouvelles troupes s'engagent alors sur le champ de bataille et trouvent face à eux des Français et des Écossais totalement épuisés, n'ayant aucune troupe de relève. Au cœur de la mêlée, un chevalier normand, allié des Anglais, relève l'étendard de guerre et donne un nouveau souffle aux troupes ennemies. Les Français tombent un à un, reculent à leur tour et veulent rentrer se réfugier dans la ville. Mais le seigneur de Rambure, resté au sein de cette ville, maintient les portes fermées de peur que les Anglais ne s'y introduisent. Beaucoup de soldats français tentent ce jour-là de franchir les douves et d'escalader les murailles pour sauver leur vie. Et une très grosse partie meurt noyée avec leur armure. À 17h, l'étau se referme sur les Écossais, seuls restés à leur place sur le champ de bataille, qui sont attaqués devant, derrière, mais aussi sur les flancs par les archers qui ont délaissé leurs arcs pour foncer dans la mêlée. Eux qui avaient prévenu les Anglais avant la bataille qu'ils ne feraient pas de quartier, sont massacrés dans leur très grande majorité. John Stewart et Jean VIII d'Harcourt trouvent la mort sur le champ de bataille. En 2 heures, c'est plus de 7000 morts qui jonchent le champ de bataille. Près d'1 homme sur 4 qui y laisse ce jour-là sa vie. Une véritable boucherie qui laisse la ville aux mains des Anglais le lendemain de l'affrontement. Seulement 2 nobles anglais recensés meurent durant la bataille, tandis que des dizaines de nobles français et écossais périssent dans le même temps. Les affrontements sont si intenses durant la bataille de Verneuil que l'on en trouve encore des traces aujourd'hui. Ainsi, si l'on peut trouver une réplique de Longbow, les célèbres arcs anglais à la tour grise, des flèches ayant été tirées durant la bataille ont été récemment retrouvées dans les champs avoisinants. Et ouais, je vous confirme, c'est pas du toc, c'est des vrais. Il y aurait même eu des canons à main comme celui-ci, puisque des boulets ont été également retrouvés sur le site.